Bonjour et bienvenue au Financial Market Weekly Report avec moi Serge Kilembe pour Trading Wall Street TV, émission dans laquelle nous analyserons la semaine de trading et les perspectives et probabilités de mouvement pour les semaines à venir sur les financial markets. Donc au programme, dans un premier temps, on va s'attaquer aux pays du G10, on va les diviser en deux blocs. Premièrement, on va faire le G4, c'est-à-dire les États-Unis, la zone euro et le Japon. Et pour ces pays-là, on va regarder les indices, les bons d'État et leur monnaie. Deuxièmement, et très rapidement, on va jeter un œil sur le reste des pays, c'est-à-dire le Canada, la Suisse, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Chine. Et pour ces pays-là, on va juste regarder le stock market et leur monnaie. Ensuite, directement, on va enchaîner avec le calendrier économique de la semaine du lundi 1er août jusqu'au vendredi 5 août. Et puis, directement, on va enchaîner avec les matières premières. On va s'intéresser au pétrole. Donc, on va faire le crude oil, WTI et le Brent oil. Directement après, on va enchaîner avec le gold et le silver. Juste après, on va s'intéresser au Bitcoin face au dollar américain. Et pour terminer, on va analyser une de mes idées de trade sur l'action de Apple. Une idée de trade à court terme et une autre à plus long terme. Ok. Bon, allez, c'est parti, on y va, on commence tout de suite. Là, directement, on va directement enchaîner avec les États-Unis et on va commencer par le Dow Jones Industrial Average. Donc là, comme on est en train de le voir ici, le Dow Jones était dans un mois haussier. La dernière semaine qu'on a eue ici, c'était une semaine baissière. On est venu clôturer en zone de la moyenne mobile de 4 semaines. Et il ne faut pas oublier qu'on était dans des hauts historiques. Maintenant, en perspective pour la semaine prochaine, si on ouvre à la baisse, on va se diriger, si on continue à baisser, on va se diriger vers la moyenne mobile de 8 semaines exactement. Et si on va plus bas, on ira vers la moyenne mobile de 21 semaines. On va rebondir ici, comme vous le voyez, sur ce support, cette ligne de tendance qui nous sert de support. Donc on est là dans une tendance haussière. Donc on peut revenir rebondir dessus et puis repartir à la hausse. Ok, là on a enchaîné avec le Dow Jones. Et maintenant on va regarder l'ETF du Dow Jones, donc c'est-à-dire le Diamonds. Le Diamond, c'est exactement la même configuration, un mois haussier depuis qu'on a eu l'engulfing bullish ici. On est dans les hauts historiques, comme vous pouvez le voir. Là, haut historique, la dernière semaine a été une semaine baissière. On est venu clôturer juste au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Perspective pour la prochaine semaine, si on continue à baisser, on va se diriger vers les 180 et vers la zone de la moyenne mobile de 8 semaines. Et si on continue encore à baisser, on ira vers la zone de la moyenne mobile de 21 semaines. Et on peut coïncider ici, donc on aura une zone critique aux alentours des... juste en dessous des 180, parce que ça va faire quoi? Ici, comme on le voit, c'était une ancienne résistance, maintenant c'est un support. Et si on continue à monter, ben, on va rejoindre le support de la ligne de tendance qu'on avait là. Allez, là, on a fait ça. Maintenant, on continue. On va s'attaquer au Nasdaq Composite. Donc on va regarder le Nasdaq Composite directement. Le Nasdaq Composite, il est dans un canal haussier comme on peut le voir. Encore une fois, on a eu un bearish engulfing. Ici, on est parti pour un mois et une semaine à la hausse. La dernière semaine était une semaine haussière terrible. On voit qu'on a quand même du bon volume. On est arrivé à une zone de résistance. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Donc, perspective pour la semaine prochaine, ce serait de continuer à pousser beaucoup plus haut pour aller vers les 5225 points qui sont... Si je ne m'abuse, oui, c'est bien les hauts historiques pour le Nasdaq Composite, les 5225 points. Et à partir de là, bon, on verra. Ok, maintenant on va regarder le Nasdaq 100. Voilà, là on est là dans le Nasdaq 100. Nasdaq 100, on est dans la même configuration depuis l'engulfing bullish ici. Il y a eu un mois haussier, on voit bien le canal haussier dans lequel nous sommes. Et maintenant on est quoi? On est au niveau de résistance des 4720 points plus ou moins, niveau historique pour le Nasdaq 100. Le volume, ça va, il est correct. Et perspective pour la semaine prochaine, vu qu'on est toujours au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, si on ouvre à la hausse et qu'on continue à monter, ben on va vraiment aller chercher la résistance du canal haussier ici. Et à partir de là, on verra. Allez, maintenant on va regarder l'ETF, c'est-à-dire le QQQ. Voilà, le QQQ est de même configuration, en zone de résistance au niveau des 115 $. Si on casse au-dessus, on va aller chercher les 117 voire les 118. Et le volume, pas trop de volume, mais bon, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines et on se dirige réellement vers la résistance du canal haussier. Donc jusque là, on reste encore haussier sur le QQQ. Maintenant, on a fini le QQQ, on va regarder le S&P 500, mais premièrement, on va d'abord regarder ça sur la carte des secteurs parce que c'est très important. On voit que l'indice
L'indice, qu'est-ce qui nous a fait l'indice? Voilà, on est en train de regarder ça. Voilà, on est là, on a l'indice, on va regarder la performance de l'indice. Voilà, la performance de l'indice. Bon, on était en fin de mois de juillet, donc là, pour la fin du mois, on voit exactement que les différents secteurs de consumer discretionary a perdu 1%, consumer staples a gagné 5%, energy ils ont pris 2%, financial services ils ont perdu 5%, les financials ont perdu 3%, healthcare a gagné 1%, industrials ils ont pris 0,75%, materials moins près d'1% de perte, real estate plus 6%, donc secteur immobilier, technologie moins 1%, et utilities plus 7%. Maintenant, on va regarder ça sur la carte des secteurs directement. La carte des secteurs, on voit plus ou moins ici, on voit les grosses performances qu'on a eues. Ça, c'est au niveau hebdomadaire. Donc là, derrière, on voit les gros gagnants ici en technologie. Donc Google qui a pris 4%, Facebook qui a bien, qui est bien boosté avec des bons earnings. Dans les consumer goods, on a electronic equipment. On a Apple qui a pris plus de 5%. Et dans le reste, on voit les gros perdants. Dans les basic materials, on a ExxonMobil et Chevron qui font partie des pétroliers. Industrial goods aussi, General Electric avec une perte de 2,87%. Et voilà en gros. Donc c'était quand même une semaine assez mitigée, des gros gagnants, quelques perdants par-ci par-là, mais en gros ça a été une semaine mitigée. On est dans les hauts historiques, mais réellement la semaine n'a pas poussé très fort. Allez, là on enchaîne directement. On a fait le S&P 500, donc on a fait la carte des secteurs. Là maintenant on va directement s'intéresser à l'indice, donc US 500. S&P 500, ok, on est là, on a l'indice. Alors, l'indice ici, on voit qu'est-ce qu'on a eu. On avait cette zone de résistance, on a brisé, on est passé au-dessus, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines pour la troisième semaine consécutive. On est en haut historique à 2175 points. Et la dernière semaine, ça a été une semaine d'indécision. Donc, on a eu une espèce de doji, on a essayé de redescendre vers la moyenne mobile de 14 semaines, ça a été rejeté, et donc on est revenu refermer un peu plus haut. Ça a quand même été une semaine baissière. Et maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Vu qu'on est toujours dans une configuration haussière, si on ouvre au même niveau et qu'on va vers le haut, donc qu'on dépasse les 2180 points, on ira facilement chercher les 2200 points. Donc on reste quand même aussi encore sur les S&P 500. Alors maintenant, on va s'intéresser aux Spiders, qui est l'ETF du S&P. Même configuration, cassure ici de la résistance. On est passé au-dessus, toujours au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. La dernière semaine, on a essayé de retourner à la baisse, rejet au niveau de la moyenne mobile de 4 semaines, retour à la hausse et clôture aux alentours des 217 points, pardon, 217 $. Et on reste quand même haussier. On voit que le volume commence réellement à baisser, donc le volume acheteur n'est pas très important. Et on va vraiment voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc on peut avoir un retour. Si on a un retour, on viendrait retester cette résistance au niveau des 213 ou peut-être même un peu plus bas pour coïncider ici avec la moyenne mobile aux alentours des 210 et de là peut-être remonter. Mais en tout cas, bon, on reste quand même haussier. On verra ce qui va se passer. Allez, on enchaîne. Maintenant, on va regarder le VIX, Volatility Index. Ok, là on est dessus. On voit que le VIX est à un niveau de support. On est juste en dessous des 12 points. Les semaines, on va dire que le nombre, c'est pas très négocié. On n'a pas vraiment beaucoup de volume. On a eu beaucoup de volatilité dernièrement. Là, maintenant, vu qu'on est dans les hauts historiques, on voit réellement qu'on commence à perdre du volume. Donc, il n'y a pas trop d'acheteurs. On est toujours en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines et celle de 8 semaines. Donc, pour le moment, on reste haussier, mais on verra. On reste haussier sur les indices malgré que le VIX soit vendeur. Donc, parce que bon, ils vont de manière inversement proportionnelle. Si on achète le VIX, les indices baissent. Et si on vend le VIX, les indices montent. Donc, c'est un petit truc à retenir, comme ça vous savez. Maintenant, on va s'intéresser au IWM, qui est l'ETF du Russell 2000. Donc ça, c'est, on va dire, les plus petites sociétés. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a eu un mot haussier.
on est on est au-dessus des 120 $, toujours au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Là, on est en zone de résistance. On vient de la briser, mais d'une manière très timide. Il n'y a pas beaucoup de volume. Et l'idée, ce serait quoi? Si on continue à se maintenir au-dessus et qu'on peut passer au-dessus des 122, là, on irait réellement aller rechercher les 128 $ qui sont, si je ne me trompe pas, ben voilà, c'est les hauts historiques pour le IWM et pour le Russell 2000. Alors là, maintenant, on a fini avec les indices américains. Maintenant, on va s'intéresser exactement on va s'intéresser à la 10-year note US. Non, ça c'est le futur, j'ai pas besoin de celui-là. Je vais d'abord le yield. On va regarder le 10-year yield. Voilà, on est dedans. Là, maintenant, voilà. La Treasury Notes américaine à 10 ans. On est retourné au niveau de 2012, donc on est dans un flux baissier, donc on voit réellement que le pourcentage de rendement a baissé et on est à 1,45. Donc c'est pas terrible. Et maintenant on va regarder US. Le bon d'État à 30 ans dans la même configuration, on est vraiment dans un gros flux baissier pour la deuxième fois, donc on vient de faire un double bottom au niveau des 2% de rendement. On voit qu'on continue toujours à être dans ce flux baissier. On était en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines, on est repassé au-dessus, on a touché la moyenne mobile de 8 semaines et là directement, boum, on a eu ce doji ici, allez, renvoyer encore à la baisse et on bouge dans un mouvement latéral. Donc on est ici, on est toujours baissé, donc on va toujours rester aux alentours des 2% et ça risquerait peut-être même de baisser encore plus bas. Alors maintenant, on va s'intéresser à quoi? On va s'intéresser au ETF, donc ce qu'on peut traiter nous. On va trader ici, on va regarder le US 10-year T-Notes en CFD. Et là maintenant, comme on peut le voir, il est en range latérale. On est dans les hauts, on est aux alentours des 135 $. Et on voit exactement que qu'est-ce qu'on a comme au-dessus, comme niveau de résistance plus haut. On a 135 $ et 136 $. Et pour le moment, on est juste en dessous, on est à 133 $. Là, on est dans un range latéral. Comme on le voit ici, on a eu cette grosse bougie baissière. Là, on a eu un rejet. On n'est pas descendu beaucoup plus bas. Et là, on est directement remonté. On est toujours en inside week candle. Et là, on est plus ou moins sur la zone de support du canal haussier. Et donc, l'idée serait de remonter un peu plus vers les 134. Si on brise au-dessus, on va aller chercher les 135. Là, on a fait le 10-year. Maintenant, on va regarder celui de 30 ans. Alors, le bon à 30 ans, c'est celui-là, il est où? Voilà. Là, on a le CFD à 30 ans, bah, c'est pareil. On a bien vu que le pourcentage des yields est en train de baisser, mais le CFD va à la hausse. Donc là, sur celui de 100 ans, on est exactement à combien? À 174. On est en mouvement latéral dans un canal haussier. On est entre la moyenne mobile de 4 et de 8 semaines. On vient de clôturer au-dessus de la moyenne de 4 semaines. On est dans un mouvement latéral ici, dans un inside week candle. Et l'idée, c'est quoi? C'est de remonter vers les 180. Donc on va voir si on va pouvoir continuer à poursuivre cette course qu'on avait à la hausse, aller vers les 180. Ok, là on a fini avec les bons américains. Et maintenant, on va s'intéresser à l'indice du dollar américain, US Dollar Index. Dans le marché futur, et là on est dans un gros range latéral entre la résistance de 100 $ et le support de 92. On voit qu'on est en train de faire jouer au ping-pong, et là on vient de rebondir il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 mois, donc en début d'année, oui, au mois d'avril on a rebondi du support, on est dans un canal haussier. La dernière semaine c'était une semaine baissière, donc vraiment on a rejeté les 98, on est revenu retoucher le support du canal. Et là maintenant on verra, on a clôturé en dessous de la moyenne mobile exactement, on a clôturé en dessous de toutes les moyennes mobiles, et donc là maintenant on se dirige vers la moyenne mobile de 21 semaines, et si on casse en dessous, bon, on va retourner en zone de support, et si on casse réellement cette directrice de tendance ici de support, bon, on va retourner plus bas. Donc on va retourner encore au niveau de ce support ici, des 92, voire 93. Allez, maintenant on a fini avec les États-Unis, on va directement enchaîner avec quoi? Avec l'Angleterre. On va regarder le FTSE.
FTSE 100 anglais, et on est dans quoi? On est dans un canal haussier, on est en résistance de canal, on va continuer à aller plus au-dessus, mais qu'est-ce qu'on a? On a ici un doji, donc une bougie d'indécision, et on voit bien que ça correspond avec une zone où on avait un range durant 1 mois et demi, 2 mois. Là maintenant l'idée c'est quoi? Vu qu'on est dans la résistance du canal haussier, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, mais le doji ici peut être un signal de retournement. Donc si la semaine prochaine on va chercher de la négociation bien en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines, on irait chercher la moyenne mobile de 8 semaines aux alentours des 6500 et en dessous. Donc là maintenant on verra. Donc ça peut être quelque chose de très probable qu'on aille réellement en dessous ici, et ça m'étonnerait fortement qu'on aille plus haut. Donc on va voir ce qui va se passer la prochaine semaine. Là maintenant on va s'intéresser au bon qui est le Gilt FLG. Voilà, UK Gilt. Ça c'est un CFD que l'on peut trader et il est aux alentours des 132. On est dans quoi? Ça fait 1 mois qu'on est en train de bouger de manière latérale. Et on est presque arrivé en zone de résistance. On a une résistance max ici qui est à 133 pounds et là on est à 130. Donc qu'est-ce qui va se passer si on continue à pousser? Vu qu'on est bel et bien au-dessus toujours de la moyenne mobile de 4 semaines, on peut continuer à pousser au-dessus et vraiment être dans la zone de résistance du canal haussier. Donc voilà pour le Gilt. Maintenant on va regarder quoi? On va regarder l'indice du Grand British Pound, donc de la monnaie britannique. Alors voilà, il est ici, UK Pound Sterling Index. Alors qu'est-ce qu'on a là? On est dans un canal baissier. On a une grosse baisse avec toute l'histoire du Brexit. Donc là maintenant, on a essayé de descendre encore plus bas en dessous des 78 pounds. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un bullish reversal et directement après on a eu 2 semaines d'inside week candle. Donc il n'y a pas eu de mouvement réellement. Donc on va voir ce qui va se passer. On est à cheval sur la moyenne mobile de 4 semaines. Si on remonte par au-dessus, on va aller titiller la moyenne mobile de 8 semaines et pourquoi pas aller rechercher les 84 qui vont correspondre à un ancien support qui maintenant est une zone de résistance, et ça va coïncider aussi avec cette zone ici qui est la zone de résistance du canal, zone de résistance pardon, de la directrice de tendance baissière que l'on a ici. Ok, on a fini avec l'Angleterre. Maintenant on va aller en Europe, on va regarder l'Eurostoxx 50. Ok, voilà, on l'a là. On va regarder l'indice. Et l'indice l'Eurostoxx 50, on est dans un canal baissier comme on peut le voir ici. On a rebondi sur le support de ce canal baissier. Là maintenant on est dans une zone vraiment de conflit parce qu'il y a un grand mouvement latéral dans cette zone là depuis quoi? Depuis mars, depuis mi-février 2016. Et là maintenant qu'est-ce qui est en train de se passer? On est en train de monter, mais on est vraiment en train de tâtonner petit à petit. On est au-dessus des moyennes mobiles de 4 et de 8 semaines et on va chercher la moyenne mobile de 52 semaines aux alentours des 3100 points. On verra comment ça va se négocier la semaine prochaine. Alors maintenant on va regarder le bon européen, c'est-à-dire le bubble, euro bubble. Voilà, l'euro bubble, ça c'est un CFD, là on a un CFD pardon, et on est, comme on peut le voir ici, dans un canal haussier. On voit réellement le pattern est toujours le même, on est en train de monter. Il y a un pullback, on revient, breakout, boom, et on monte comme ça tranquillement. Donc on voit que le pattern va se maintenir. Là on est à cheval, on est entre la moyenne mobile de 4 semaines et la moyenne mobile de 8 semaines. Donc là, on est en train de retourner vers cette résistance qu'on avait ici à 133 euros. On l'a passé, on l'a rejeté, on est en train de bouger de manière latérale. Donc si on continue à monter, qu'on brise les 134 euros, on va aller vers la résistance de canal. On est déjà en résistance de canal, mais on va réellement aller beaucoup plus haut vers les 136 euros pour le bubble. Alors maintenant, on va regarder l'indice de l'euro, donc l'indice de la monnaie euro. Comme on peut le voir ici, quand on regarde le big picture, on est dans quoi? On est dans un gros canal baissier. On a rebondi aux 84 euros. Là maintenant, on a formé ici, ce qu'on peut voir, c'est un wedge, donc un triangle. Et maintenant, on va voir de quel côté est-ce qu'on va le casser. Donc si on casse à la baisse et qu'on brise ce support sur lequel on est
pour le moment, on va retourner vers les 86. On a déjà un support au 86. Si on brise les 86, on va aller vers les 84. Et si on brise vers le dessus, on va passer la barre des 90. Donc pour les avis français, pour la barre des 90. Et on va aller rechercher les 93. Donc pour les Belges, les 93. Ok. Là, on a fini avec l'euro. Bon, vu qu'on est toujours en Europe, on va regarder rapidement ce qui est en train de se passer dans... On va regarder ce qui est en train de se passer. On va regarder rapidement le DAX. Le DAX, on est dans un canal baissier. Là, on voit ici qu'on est en zone de résistance du canal baissier. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Zone de résistance du canal baissier. En même temps, c'était encore une ancienne résistance qui était au niveau de la moyenne mobile de 52 semaines. On vient de passer juste au-dessus. Donc, on est aux alentours des 10 330 points. Et maintenant, on va voir, on a un volume qui est... Bon, on approche timidement de cette zone-là. Si on casse au-dessus, on va casser au-dessus de la résistance du canal baissier. On ira chercher les 11 000 points directement. Ou sinon, on va retourner pour se reposer sur cette directrice de tendance ici, cette directrice de tendance haussière ici. Donc, on va se reposer dessus aux alentours de quoi? Des 10 000 points. Et si on brise, si on break par le bas, on va retourner vers les 9000 points. Donc voilà pour le DAX. Après le DAX, on va regarder quoi? On va regarder l'Espagne rapidement. L'Espagne, l'IBEX 35. Madrid, encore dans un canal baissier. Double bottom ici, aux alentours des 7790 points. Et là maintenant, on a rebondi sur le canal, sur le support de canal baissier. On est dans un gros inside week candle, comme vous pouvez le voir ici. Timidement, on est en train de revenir. On a un doji qui est là. Donc on rejette la moyenne mobile de 8 semaines. Et maintenant, là, on ne sait pas. Si on continue à monter, on va monter timidement, mais on va choquer contre la résistance du canal baissier et qui peut renvoyer l'IBEX beaucoup plus bas. Donc on verra d'ici là. Mais là, maintenant, on est vraiment à cheval entre la moyenne mobile de 4 semaines et la moyenne mobile de 8 semaines. Donc aux alentours de 8005 points et 8660 points. Ok, pour l'IBEX, on va terminer avec le CAC 40 pour l'Europe. Donc là, F40, indice Paris, voilà, on a ça. Même configuration dans un canal baissier. Ici, on a un multiple bottom, 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est vraiment un support très important qui est le support des 4000 points. Et on a rebondi dessus. Et on est là maintenant, on est où exactement? Ici, on est exactement en zone de résistance du canal baissier. Si on brise par-dessus, on va aller chercher la moyenne mobile de 52 semaines aux alentours des 4500 points. Et si on continue à aller vers le dessus, on va passer les 4600 points. Et si on passe les 4600 points, on va pouvoir aller rechercher réellement les 5000 points. Mais on verra. On verra. On voit quand même que le volume baissier est quand même très important. Donc on avance mais timidement. Donc prochaine target, si ça se confirme, ça va aller chercher les 4600 points. Allez, maintenant on a fini l'Europe, direction le Japon. On va regarder directement le Nikkei 225, canal baissier. Ici, on voit bien encore un double bottom. On voit bien que c'est une configuration qui est globale, pratiquement partout dans le monde. On voit exactement les mêmes patterns partout. Et qu'est-ce qui est en train de se passer ici? On a eu 2 semaines d'indécision. Là, comme on peut le voir, on est au-dessus de la moyenne mobile de 21 semaines, de 8 semaines et de 4 semaines. On a eu un doji. Ici, rejet, hésitation. On stagne, mouvement latéral, et donc là maintenant on va voir ce qui va se passer. Probablement, on va probablement aller chercher la moyenne mobile de 52 semaines qui correspond avec la résistance du canal baissier aux alentours des 17 200 points. Alors là maintenant on a fini avec le Nikkei et on va regarder leur dette d'État. Donc c'est le Japan Government Bond. Le bon japonais, lui par contre, il est à la hausse. Et on a eu quoi? On a eu un petit mois d'indécision. On a un patron ici, Good Evening, qui est en train de se former. Donc on peut redescendre ici. On a eu quoi? On a eu un long mouvement latéral ici. Donc ici, on peut se poser ici sur la moyenne mobile exactement de 21 semaines comme étant un support aux alentours des 152 yens. Si on casse vers le bas, on va aller chercher les 150 yens, ou bien on va se maintenir toujours de manière latérale à cheval entre la moyenne mobile de 4 semaines et la moyenne mobile de 21 semaines. Et pour finir, on va s'intéresser à quoi? On va s'intéresser au yen japonais. Malheureusement, je n'ai pas trouvé l'indice du yen japonais.
Mais on va regarder ici au niveau des futurs. Et là, on voit directement l'indice d'yen japonais ici, comment il est. On a vu qu'on avait un grand canal baissier. Là, maintenant, on a formé une espèce de parabole et on est revenu exactement se poser là où on était. Et on a eu une semaine d'indécision, rejet des prix plus bas. On s'est posé sur le support ici. Et là, maintenant, on va remonter vers les 1 yen ici. Donc là, on a vraiment cette grosse résistance qui est là. Donc on est dans un canal haussier depuis début 2016 avec tout ce qui s'est passé. Tout le monde sait bien que le yen est une monnaie refuge en temps de panique dans les marchés. Tout le monde va vers l'or et vers le yen. Et bon, on l'a vu depuis la panique qu'il y a eu, le flash crash qui avait eu, le flash crack qui avait eu au début de l'année 2016. Bon, on voit que ça continue. Tout le monde va vers le yen. Donc le yen réellement est en train de se consolider. Là maintenant, on va retourner en arrière. Là maintenant, on a fini avec le Japon. Maintenant, on va s'intéresser aux autres pays rapidement. Donc, on va regarder les autres markets. Donc, on a les autres markets. On a dit qu'on allait regarder le Canada. Canada, où es-tu, Canada? Voilà, le Canada, il est là. Le S&P, le Toronto Stock Exchange. La dernière séance de vendredi était une séance haussière, mais très timide. Et en gros, on a perdu 0,1%. Après le Canada, on va s'intéresser à la Suisse. Switzerland, where are you? Ici, Switzerland, le SMI. La dernière séance a été une séance avec une hausse légère et on perd près d'1% sur la semaine. Après, on va s'intéresser à le Australian Stock Exchange. Dernière séance très timide et semaine avec 1% de gain. Et la Nouvelle-Zélande, dernière séance avec quoi 50 points base gagnés et 1%, près de 2% sur la semaine. La Chine, Shanghai Composite, dernière séance, près de 40 points base en perte et on a perdu 1% sur la semaine. On va rapidement regarder les futurs de ces monnaies-là. Donc le dollar canadien. Le dollar canadien était dans un grand canal baissier. Là, il a rebondi depuis début 2016 et là qu'est-ce qu'on est en train de voir là pour le moment, on est en train de voir qu'il est entre une résistance de 0,75 et support de 0,75 et une résistance de 0,80. Là maintenant on va attaquer une autre monnaie, le franc suisse. Attendez, parce que là ça va lentement. Voilà. Le franc suisse, lui, il est toujours dans ses plus bas, il se maintient. Donc c'est un mouvement latéral, on a un support de 1.050, dans résistance de 1.050 et un support de 1. Franc suisse, on est là tranquillement et on avance comme ça dans un range latéral. Donc pas trop de mouvement du côté du franc suisse. Le dollar australien. Le dollar australien, lui, est dans un canal haussier. Depuis le début de 2016, il est en train de remonter. Et on a décollé de la zone de support ici, donc réellement aussi on devrait tracer une ligne de tendance, pardon. On verrait ici qu'on a un support, on a décollé et on essaye de remonter vers les 0,80 et on va terminer avec le dollar néo-zélandais. Le dollar néo-zélandais depuis début 2016, déjà depuis la fin de l'année 2015 était dans un bon canal haussier. Ici on devrait tracer une ligne de tendance ici, comme on peut le voir là, elle a brisé cette ligne de tendance baissière, elle remonte vraiment à la hausse et on va chercher, comme on est là, les 0,75. Donc voilà pour les monnaies. On a fini les monnaies, donc maintenant on va s'intéresser au calendrier économique de la semaine du 1er août au 5 août. Donc maintenant on vient ici, calendrier, major countries, et on va regarder qu'est-ce qu'on a d'important cette semaine-ci. Alors lundi, qu'est-ce qu'on a lundi? Lundi, on voit qu'on aura des données macroéconomiques pour la Chine. On a quoi? Le NBS Manufacturing PMI de juillet et le Caixin Manufacturing PMI du mois de juillet. Pour le reste de la journée, bon, on a quelques données par-ci par-là, mais rien qui va vraiment impacter les marchés. Après, on a quoi? À 16h, on a aux États-Unis le ISM Manufacturing PMI du mois de juillet. Puis plus rien. Après, mardi 2 en Australie, on a la Balance of Trades du mois de juin. Et on a la Royal Bank of Australia Interest Rates Decision, donc les décisions de taux d'intérêt. Au Japon, on aura le Consumer Confidence pour le mois de juillet. Puis pour le reste de la journée, rien de pas grand chose d'impactant. Mercredi 3,
Mercredi 3, qu'est-ce qu'on a mercredi 3? Pas grand-chose d'impactant en matinée. Ah, à 2h15, donc à 2h de l'après-midi, aux États-Unis, on a le ADP Employment Change de mois de juillet. À 16h, on aura toujours aux États-Unis, on a le ISM Non-Manufacturing PMI du mois de juillet. Et puis rien de bien important. Jeudi 4 en Suisse, à 8h moins quart du matin, on aura le Consumer Confidence du troisième trimestre. Un peu plus bas, là on a une grosse nouvelle, là ça va être très gros à partir d'une heure de l'après-midi, direction l'Angleterre. Et là on a quoi déjà? Premièrement, on a Bank of England Interest Rate Decision, donc attention à ce que monsieur Mark Carney va décider ce jour-là. Et là ça va être un gros mouvement, ça va être mouvementé pour le pound, ça va être mouvementé pour le FTSE. Et il y aura des répercussions vu que tous les marchés sont corrélés au niveau des indices et des autres monnaies. Donc on va regarder les paires. Euro, l'euro Grand British Pound, le cable, donc USD, Grand British Pound, Grand British Pound Yen, et regarder les indices, notamment le FTSE et les actifs qui sont en train de trader dans le FTSE, et regarder aussi le bond, donc le gilt, qui va peut-être être, ça va être certainement ça le point catalyseur qui va faire en sorte que le gilt va continuer à monter, que le FTSE 100 va peut-être continuer à descendre, et que le pound va encore continuer à descendre. Bon, ça c'est mon point de vue à moi, maintenant il faut voir fondamentalement ce qui va se passer. Allez, maintenant on continue. Vendredi 5 août, qu'est-ce qu'on a? Direction l'Australie, on a le Royal Bank of Australia Statement on Monetary Policy. Et à 6h de l'après-midi, en Indonésie, on a le GDP Growth Rates quarter on quarter pour le deuxième trimestre et GDP Growth Rates year on year pour du deuxième trimestre. Et à 19h, on aura toujours en Indonésie, on aura le Business Confidence du deuxième trimestre. Et ensuite, quoi, à 14h30, direction le Canada pour la Balance of Trades du mois de juin. Employment Change du mois de juillet. Et toujours au Canada, à 14h30 encore, un Employment Rate pour le mois de juillet. Et aux États-Unis, à 14h30, on a la Balance of Trades. À 14h30 encore aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a dans les NFP, donc Non-Farm Payrolls pour le mois de juillet. Ensuite, à 14h30, on aura les US Unemployment Rates. Et retour au Canada à 16h pour le IV PMI essai pour le mois de juillet. Donc voilà, c'est fini pour le calendrier économique. Là maintenant, direction, on retourne sur les charts. Maintenant, on va s'attaquer au... Et premièrement, on va regarder le pétrole. Pétrole, on va recommencer par le Crude Oil WTI. Ici, c'est quelque chose de très intéressant. D'un point de vue technique, on voit bien qu'on était dans un gros marché baissier. Et regardez ce que ça a formé. On forme un épaule, tête, épaule au niveau des plus bas. Donc là maintenant on est en train de former la deuxième épaule. Et qu'est-ce qui peut se passer ici? Il peut se passer exactement comme on voit bien qu'on a initié depuis février 2016 un mouvement haussier au niveau du pétrole. Donc on est revenu en résistance des 50 $ le baril, on est redescendu à 40 $ le baril. Et si maintenant on rebondit vers le haut, si on rebondit vers le haut, on va pouvoir retourner vers les 50 $ le baril et aller chercher peut-être les 60 $ le baril. Allez, maintenant, on continue. On a fait le crude oil, maintenant on va faire le Brent oil. Le Brent, idem. On voit ici l'épaule, la tête et formation de la deuxième épaule. On voit ici qu'il y avait une directrice de tendance ici. On est en train de rejeter cela. On a brisé vers le bas toutes les moyennes mobiles. Là maintenant on vient de clôturer en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines. Donc le pétrole pourrait continuer à aller beaucoup plus bas. Ou bien faire un mouvement de A, B, C, remonter, briser cette directrice de tendance et aller vers le haut. Donc là maintenant on va voir au niveau fondamental ce qui va se passer. Là techniquement c'est ce qu'on voit. Maintenant voilà, il faut superposer ça avec les données fondamentales. Donc on verra ce qui va se passer. Alors là maintenant on va regarder le gold. Gold. Voilà le gold. Oh, plus trop de batterie ici, donc il faut que je speed. Donc le gold était dans un canal baissier. On a brisé ce canal baissier aux alentours du mois d'avril. On a brisé la résistance de ce canal baissier. Et là maintenant on s'est dirigé à la hausse vers les 1400. On a été stoppé aux alentours des 1375. Et là on est dans, ça fait un mois qu'on est en train de bouger de manière latérale. Là maintenant on a un rejet au niveau de la moyenne mobile de 8 semaines. On vient de reclôturer au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Donc aux alentours des 1350 $. Et là maintenant on est dans un, toujours on est en inside week candle. Donc on verra ce qui est en train de se passer. Mais il y a un gros signal baissier quand même. Donc on va voir ce qui va se passer au niveau du gold.
Allez, maintenant on va attaquer rapidement avec le silver. Donc on va regarder ce qui se passe au niveau de l'argent. Pareil que le gold, la matière, les métaux précieux étaient en baisse. Depuis début 2016, ça revient. Et pourquoi est-ce que c'est en train de revenir? Parce qu'il y a eu les flash cracks et ainsi de suite et tout ça. La peur des investisseurs, donc tout le monde va vers les valeurs sur refuge qui sont le yen notamment, et d'un autre côté les métaux précieux comme l'or et l'argent. Maintenant qu'on est en train de remonter, on a rejeté ici les 20 dollars. On a un mouvement latéral, on vient de rebondir ici au niveau de la moyenne mobile de 4 semaines, mouvement latéral, inside week candle, on verra. Et si on fait bien attention, on voit qu'on avait un gap ici, un gap qui date de mai 2013, est un gap entre 25 et 26,50 $. Donc ce serait très intéressant. On peut voir probablement l'argent remonter vers ces niveaux-là à long terme. Donc là on verra au niveau fondamental qu'est-ce qui est en train de se passer. Là, maintenant, on vient de finir avec les matières premières et on va s'intéresser au Bitcoin. Bitcoin USD, donc Bitcoin US dollar. Donc, depuis son lancement, donc là, on va mettre un peu le chart comme ça. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit exactement? On voit que ça a formé une grande parabole. Et ça, c'est un pattern qui est connu comme le cup and handle. Donc, c'est descendu. Ça a atteint ses plus bas en 2015. Mouvement latéral. Ça a recommencé à remonter. On est au-dessus des moyennes mobiles de 4 semaines, de 8 semaines et de 21 semaines. On voit comment on est monté en A, B, C. On a cherché le point D. On a brisé cette résistance ici. On est allé au-dessus. On a eu pratiquement, on est toujours dans un inside week candle. Là maintenant, on est en train de former un triangle comme ceci, comme cela. Si on casse vers le bas, on va aller chercher la moyenne mobile de 21 semaines. Si on casse vers le haut, on va repasser au-dessus des moyennes mobiles de 4 de 8 semaines. On ira chercher les 720 $. Donc là, je répète encore, c'est le patron cup and handle. Donc on a une parabole. Ici, la parabole comme ceci, le handle de la tasse là, et on irait remonter là. Voilà pour le Bitcoin face au dollar US. Et maintenant, on arrive en fin d'émission. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder mon idée de trade sur l'action de Apple, AAPL, compagnie du Nasdaq. Donc tout le monde connaît le géant Apple. Donc voilà, l'idée de trade qu'on va rapidement analyser un peu techniquement ce qui est en train de se passer. On a vu qu'Apple, depuis juin 2015, c'était dans un flux baissier, formation d'un triangle. Ici, on a 1, 2, 3. Donc, on a eu un multiple bottom et réellement, on voit que la résistance est en train de tomber. Donc, les bas sont restés les mêmes. Mais à chaque fois, on a fait des hauts plus bas. Haut plus bas, haut plus bas. Et maintenant, on est là. Et là, on a cette directrice de tendance baissière ici qui nous sert de résistance et qui correspond vraiment à la moyenne mobile de 52 semaines. Et maintenant, l'idée, après les earnings qu'on a eu, on a vraiment vu des bons résultats pour entrée de volume acheteur, donc tout le monde est en train d'essayer de repousser Apple à la hausse. Donc Apple pourrait remonter facilement vers les 130 $. On va dire là, c'est vraiment dans du long terme. Là maintenant, il faut voir si les fondamentaux s'y vont suivre. Mais à court terme, disons une semaine, 2 semaines, on peut aller rechercher les 115 $. Donc moi, mon idée de trade est la suivante. L'idée de trade, la mienne, c'est celle-ci. C'est une entrée stop à 105 $, un stop loss à 100 $, comme vous le voyez ici, et aller chercher exactement quoi? Les 110 $. Vous voyez ici qu'on avait un tweezer top, ici, en zone de résistance de canal qui a renvoyé le prix vers le bas. Là, maintenant, on remonte. Si on brise, on va pouvoir aller rechercher cette même zone ici, donc ça, les 110 $, exactement, c'est ça. Donc ça, c'est pour mon trade à court terme. Donc ce sera un trade de quoi? 2-3 semaines à maintenir. Et réellement, ici, c'est quoi? Avec une alerte à 2,50 $. Si je perds 2,50 $ par action, je sors. Donc le but réellement, c'est ça. Et maintenant, à plus long terme, comme je l'avais dit, que Apple peut remonter vers les 130, ce serait avoir la même idée de trade, donc rentrer à 105 et aller chercher réellement les 130. Mais d'abord, on va s'intéresser au risque. Le risque est réellement ici. On mettrait la perte maximale aux alentours des 90 $. Et réellement, le trade, ce serait de pouvoir aller vers les 130 $ qui était son haut qu'il avait en 2015. Et les targets seraient premièrement la même, 110 $. Directement après, on passe à notre target de 120 $. Et directement après, on va aller à exactement à combien? À 130 $. Donc en gros, voilà mon idée. Ça, c'est mon idée de trade que je partage avec vous. C'est une idée de trade, j'ai déjà placé l'ordre. Je n'ai pas encore été exécuté parce qu'on n'a pas encore atteint les 105 $. Et on verra ce qui va se passer si je vais être exécuté cette semaine-ci ou au courant de la semaine. Donc en gros, voilà. Je n'encourage ni influence personne à prendre cette même idée. Ça, ce sont mes recherches. C'est mes finances, c'est mon argent, c'est mes trades, c'est moi qui le place. Vous faites vos recherches. Moi, je suis ici réellement pour pouvoir partager au niveau éducatif, amener de l'information, un autre point de vue,
des perspectives de marché qui sont là pour une passion que j'ai, qui est la bourse, le stock market et tout ce qui est les marchés financiers en général. Donc voilà un peu l'idée, voilà pour cette semaine-ci, ça a été un programme très lourd, j'ai speedé beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, on a vraiment passé en revue tout ce qui était vraiment global, et donc voilà, c'est ça. Donc je vous souhaite à tout le monde une bonne semaine de trading et rendez-vous la semaine prochaine, on va encore faire la même. Moi j'ai encore du boulot parce que j'enregistrerai la même émission en espagnol et ensuite la même émission en anglais. Mais en anglais je vais juste me focaliser sur le stock market américain pour mes amis et compatriotes américains. Ok, allez, ciao, bonne semaine, à la prochaine, bye, merci.